Cette année, j'ai généré 40 000 de plus-value avec 130 000 d'investis en bourse, ce qui vous donne à peu près du 30% de renta, ce qui est mieux que le S&P 500. Et finalement, on va essayer de s'attaquer un petit peu à l'énorme fraude là que je suis en train de voir un petit peu de partout sur Internet, qui est les particuliers ne peuvent pas surperformer l'indice. On voit un peu de tout, notamment voilà, Warren Buffett. Finalement, en fait, c'est de la chance. Si vous surperformez l'indice, c'est uniquement de la chance. Et finalement, bah voilà, c'est un petit peu l'équivalent comment dire, de chercher l'aiguille dans une botte de foin pour trouver la bonne action. Donc écoutez, on va voir tout ça ensemble. Je vais commencer par cet article qui est édifiant, qui nous dit bah, que effectivement en fait dans le S&P 500 on a loi de Pareto, on a 85-86% de la performance finalement qui est fait par 7 entreprises, par 7 actions. Donc finalement pareil, voilà, vous avez les fameux je vais me remettre ouais, voilà, je vais me mettre ici, vous avez les fameux Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, bref, en fait qui tirent la performance du S&P 500. Et de l'autre côté vous avez 493 entreprises. Et en fait toute la journée on a ce genre d'articles qui nous tombent dessus. Et bah, finalement ça nous dit quoi? Ça nous dit que concrètement, vous avez cette entreprise divisée par 500. Autrement dit, vous avez 1,4% de chance finalement de sélectionner ces entreprises en tant que particulier. Et donc, par conséquent, vous allez vous ramasser si vous essayez de faire du stock picking. Donc, achetez un ETF et ne vous cassez pas la tête. Et donc, finalement, je vais vous prouver que tout ça, c'est des conneries et que finalement, c'est des statistiques qui sont très, 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 très mal présentées et surtout très mal compris, puisqu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et en réalité, il y a énormément d'entreprises qui surperforment le marché et il y en a beaucoup plus que 7, et ce toutes les années et depuis la création des marchés finalement. Ici, je vous ai tout simplement mis un screener qui est très simple. Le screener, je lui ai demandé, tu vas me donner là toutes les entreprises finalement du S&P 500, d'accord, qui ont augmenté de plus de 30% donc les 12 derniers mois. Autrement dit, qui ont surperformé le S&P 500. On voit qu'on a une quantité d'entreprises énorme. On a 116 entreprises. Donc là, tout de suite déjà, on passe de 1,4% de chance de surperformer l'indice à maintenant 116 divisé par 500, on a 23% de chances de surperformer l'indice. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Et effectivement, on voit voilà, énormément d'actions. Nvidia, on a, enfin bref, toutes ces actions-là, vous voyez ici, vous avez la performance, 100%, 200%. Vous avez Uber, vous avez Amazon, bien évidemment. Vous avez Adobe, Chipotle, exceptionnel, Microsoft. Bref, Intel, vous avez énormément d'entreprises, Netflix. Bref, voilà, je ne vais pas tous les faire, mais il y en a énormément. Ok, donc on a vu qu'il y a 7 entreprises qui contribuent à 85-86% de la performance du S&P 500. Le problème, l'énorme problème, il est qu'en fait, le S&P 500 qu'ils ont pris, c'est un S&P 500 qui n'est pas équipondéré. C'est-à-dire que ces 7 entreprises, en fait, eh bien, le poids de ces 7 entreprises dans le S&P 500 est de plus de 30%. Et en fait, je pense que vous comprenez, enfin, je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que moi, quand je fais du stock picking, et n'importe quelle personne, quand elle fait du stock picking, en fait, elle s'en fout de faire que vous fassiez 100% sur une action comme Apple, d'accord, qui vaut 3000 milliards, ou alors 100% sur une action comme Crocs qui vaut 5 milliards, eh bien, c'est 100%. Vous allez doubler la mise que vous avez mis dessus. Alors que là, dans l'étude, eh bien, le problème, c'est que 100% sur Apple, ça correspond à l'équivalent à 5 fois, ça correspond à une performance 5 fois supérieure à un 100% sur Crocs. Donc c'est complètement déséquilibré. On ne peut pas prendre un S&P 500 qui n'est pas équipondéré pour comparer finalement à une personne qui va faire du stock picking. Donc du coup, quand on est allé voir finalement le nombre d'actions qui ont surperformé le S&P 500, on s'est aperçu que dans les faits, il y a 116 entreprises qui ont surperformé le S&P 500. C'est-à-dire qu'on a vu qu'effectivement, il y a presque une entreprise, il y a presque plus d'une entreprise sur 5 qui fait mieux que le S&P 500, et ça sur une grande période de temps. D'accord ? Ok, donc finalement, est-ce que ces 23% d'entreprises qui, sur du très long terme, surperforment le S&P 500, est-ce qu'on ne pourrait pas leur trouver des points communs, et est-ce que finalement, on ne pourrait pas y mettre des critères ? Est-ce qu'il n'y a pas des critères qui font que c'est une entreprise qui va faire partie des 23%. Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y aurait pas également des critères qui pourraient nous aider à déterminer qu'une entreprise ne ferait pas partie de ces 23% et que ça sera une entreprise de merde? Donc écoutez, la bonne nouvelle, c'est que oui, je vais remettre les bases très rapidement. En finance, la croissance, il y a une formule mathématique, c'est tout simplement le réinvestissement de votre entreprise multiplié par son retour sur les capitaux. Multiplié donc par le RE, le retour sur l'equity, ou le ROIC, le retour sur les capitaux employés, capitaux utilisés, capitaux investis, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Donc finalement, regardez ici, premier graphique qui nous montre que effectivement, quand
Vous avez plus le ROE de votre entreprise est important, donc plus votre entreprise finalement, eh bien, elle a un retour sur ses capitaux qui sont importants, eh bien, plus ici vous avez finalement le prix en bourse qui finalement est corrélé parfaitement. Quand vous avez un ROE de 20%, on voit qu'effectivement on a un prix en bourse qui va augmenter voilà, de 12-14% en moyenne, et ça c'est une étude qui a été faite sur 3000 entreprises, les 3000 plus grosses entreprises du S&P 500, et sur une grande période de temps. Donc vraiment une étude qui est parfaite. On voit effectivement que voilà, allez, après un héros supérieur à 15%, finalement, voilà, on ne peut pas aller chercher plus loin, ça ne va pas augmenter sensiblement la performance. Donc premier critère, on va essayer de mettre un héros supérieur à 15, supérieur à 20%. Deuxième critère, on va aller voir du côté du bénéfice net, de l'EPS, l'earning per share, le bénéfice net divisé par le nombre d'actions en circulation. Bon, eh bien, est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre finalement l'augmentation du bénéfice net de votre entreprise et son prix en bourse? Bon, je vous casse le suspense, évidemment qu'il y a une corrélation. Donc on voit que effectivement, si on a un earning per share supérieur à 20%, une croissance donc des bénéfices supérieurs à 20% des 10 dernières années, hein, donc c'est vraiment énorme, eh bien on a effectivement une action en moyenne qui va augmenter en bourse entre 15 et 20%. Et bien maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre ces deux simples critères dans un screener. Donc je vous l'ai mis ici. Screener, voilà, il est ici. Alors tout simplement, alors là, j'ai mis uniquement, j'ai mis donc un ROE supérieur à 20%, un ROIC supérieur à 20%. J'ai mis également, c'est où, j'ai mis, enfin tout ce qui n'est pas OTC, c'est-à-dire vraiment, je veux uniquement les actions qui sont cotées en bourse. Voilà, et j'ai mis quoi d'autre aussi? J'avais mis un autre truc, oui voilà, l'EPS, oui bien sûr, l'EPS qui augmente de plus de 20%. Et donc, j'ai fait le backtesting finalement, et effectivement, si bon, je ne peux pas prendre avant 2019 puisqu'il faut avoir l'abonnement premium plus à 3-4 000 balles par an. Et donc tout simplement, j'ai fait rebalancer, j'ai rééquilibré ce portefeuille tous les ans, c'est-à-dire que tous les ans, on rééquilibre finalement les positions. Et bien, quand je mets Go, ça me met ici, comme vous pouvez le voir en bleu, et bien ces actions avec ces deux simples critères qui surperforment tout le temps, chaque année, ces actions vont surperformer le S&P 500 chaque année. Là, par exemple, sur une longue barre de temps, on a donc voilà, le portefeuille qui a pris 311%, alors que le S&P, sur cette période, il a pris 95% et le Nasdaq 174%. Et donc là, finalement, je vous ai mis le nom de ces entreprises en question. Et je pense que vous les connaissez tous, en fait. Hein. C'est effectivement Microsoft, Adobe, Nvidia, TSM, Novo Nordisk, Johnson Johnson, Adobe, Intuit, bref, vous les connaissez toutes. Et c'est des entreprises qui sont exceptionnelles. Voilà, c'est des entreprises qui vont vraiment cadence, entreprises exceptionnelles, qui ont leur valeur qui augmente, qui ont leurs bénéfices qui augmentent, qui ont finalement chaque année des marges énormes avec un bénéfice énorme et finalement un retour sur les capitaux énorme. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui investit, je sais pas, 10 euros avec un retour sur les capitaux de 20%, elle aura eh bien 2 euros chaque année de plus avec ce réinvestissement. Alors qu'une entreprise qui a un ROE de 5%, et Dieu sait qu'il y en a énormément, eh bien elle va réinvestir la même somme, mais elle n'aura pas les mêmes bénéfices. Donc effectivement, que son prix en bourse va pas augmenter de la même manière. C'est tout à fait logique. Et donc finalement, on voit que si vous voulez surperformer, déjà mettez ces deux critères qui est, donc on a vu le ROE supérieur à 15-20% et le learning per share supérieur à 15-20%. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, on va aller voir finalement, je vous ai mis tout simplement ici finalement la détention moyenne equity, donc des actions dans un portefeuille. Et en fait, on voit que bon, c'est catastrophique. En 95, bon, j'imagine que c'est parce qu'il n'y avait pas tellement internet, donc fallait aller, comment dire, pour vendre et acheter tes actions, fallait prendre ta bagnole, donc c'était un peu plus compliqué. Mais et que là maintenant, voilà, en fait là maintenant, depuis 2001, les particuliers, c'est des traders, les amis, c'est des traders. Quand vous achetez une action et que vous la mettez, enfin que vous la détenez seulement 10 mois, vous êtes un trader, vous n'êtes pas autre chose. Pourquoi? Puisque ça sert à rien d'acheter une action qui a ce RE magnifique, qui a cette croissance magnifique, si finalement vous la revendez dans 10 mois. Vous n'aurez jamais, finalement, vous ne bénéficierez jamais de ce retour sur les capitaux. Donc voilà, ça permet très rapidement de comprendre pourquoi la majorité des particuliers sous-performent un indice. C'est parce qu'ils vont en bourse à un endroit où finalement l'augmentation de votre action est 100% corrélée à ses bénéfices et à son retour sur les capitaux. Et ces particuliers, eh bien, ils n'ont même pas le temps de faire un exercice complet, une année, un rapport annuel qui sont déjà sortis les mecs. Donc non, mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. Là, regardez Google par exemple.
10 mois, ça veut dire qu'en moyenne, les mecs qui ont acheté du Google sur le point bas, admettons les particuliers qui ont acheté du Google sur le point bas, ils sont sortis donc 300 jours, ils sont sortis ici. Voilà, ils sont déjà sortis ici. Donc là, déjà, par exemple, moi je suis encore dedans, j'ai déjà par rapport à eux, par exemple, 22% de plus. Donc en fait, quand vous mettez ça année après année, eh bien, vous vous rendez compte que voilà, ça justifie totalement. Et deuxièmement, ce qu'il faut aller voir, c'est que voilà, le fameux là, S&P 500 qui n'est pas équipondéré, donc effectivement, avec ces 7 entreprises qui contribuent à plus de 30% de la performance qui explose en bourse, et donc n'allez surtout pas faire du stock picking puisque voilà, si vous n'arrivez pas à choper ces 7 entreprises, vous êtes mort. Et bien le problème, c'est que quand on regarde un petit peu dans le temps, puisqu'encore une fois, nous en bourse, on n'est pas là pour 1 an ou 2 ans, on est là pour sur du long terme, donc il faut regarder ça sur du long terme. Et donc sur du long terme, sur du long terme, c'est édifiant. Je sais pas si vous allez, ouais, voilà, attendez, hop, je vais me mettre comme ça. Je le laisse comme ça. De toute façon, je pense que vous allez pouvoir voir que à long terme, le S&P 500 qui soit pondéré ou qui soit pas équipondéré, c'est-à-dire que dans le premier S&P 500, là dans leur exemple, eh bien voilà, Apple qui augmente de 10%, c'est l'équivalent d'avoir une action lambda qui augmenterait finalement x5, x6, donc de 60%. Alors que finalement, si on lit ça sur une grande période de temps, eh bien il n'y a pas de différence entre le S&P 500, comme vous pouvez le voir, équipondéré et celui qui n'est pas équipondéré. D'ailleurs là on le voit encore mieux ici, hein. Voilà, ça c'est le premier graphique où ils vous disent en ce moment, non mais ça sert à rien de faire du stock picking puisque si vous n'arrivez pas finalement à choper ce S&P 500, enfin ces entreprises qui finalement contribuent à toute la valeur, vous n'arriverez jamais à surperformer. Alors que effectivement, là on le voit déjà mis à long terme. À long terme, voilà, c'est vraiment celui qui est équipondéré qui. Non, la remarque c'est parce que c'est à 2013, mais enfin là c'est que sur 10 ans, mais si on prend sur une grande période de temps, enfin même là c'est pareil, hein, finalement, il y a une toute petite différence quoi. Mais vous voyez bien qu'à long terme c'est pareil, regardez, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Ça se suit puisque effectivement il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus que ces 7 entreprises finalement qui surperforment le marché. On a bien vu qu'il n'y a pas besoin d'être sur qu'il n'y a pas besoin d'être sur ces 7 entreprises pour surperformer le marché. En réalité, il y en a 116 qui ont surperformé le marché. Et on a bien vu que ces 116 actions, elles ont toutes un point commun, c'est-à-dire que pour les sélectionner, c'est pas juste, vous n'avez pas juste voilà, 23% de chance de les avoir dans votre portefeuille. Non, il y a des critères. Elles ont toutes un ROE supérieur à 15% et elles ont toutes un bénéfice par action supérieur à 15%. Donc déjà, vous mettez ces deux critères et vous arrêtez de revendre vos actions dans 10 mois pour avoir une plus-value de 20%, ça ira beaucoup mieux finalement sur votre performance à très long terme. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Et puis également, si très très rapidement, encore une fois, là en fait le grand piège, ça dans le type de marché actuel, hein, c'est-à-dire un marché très haussier, un S&P 500 qui est, je vais mettre ouais, je vais mettre celui-ci. Donc là qui a touché les 5000 points. Pourquoi c'est comme ça? Ok, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc rappelez-vous, on a vu que la majorité des particuliers tiennent leur position seulement 10 mois. Bon, eh bien, ce qui veut dire que la majorité des particuliers, finalement, qui sont rentrés sur cette baisse, on a vu qu'ils étaient déjà les mecs sortis depuis bien longtemps. C'est-à-dire que la majorité, la moyenne des particuliers ont déjà fait un premier turnover de leur portefeuille. C'est-à-dire qu'il y a énormément de particuliers qui se retrouvent là dans toute cette période-là, donc avec le S&P 500 surévalué, avec maintenant, avec, je sais pas, un bénéfice de 30-40%, et donc du cash. Donc ce genre de particuliers, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Puisque c'est des stock pickers ceux-là. Eh bien, ils vont aller chercher la pépite. Sauf que le problème, chercher la pépite dans un S&P 500 qui a 5000 points, les seules entreprises là qui sont sous-évaluées en ce moment, ça va être des entreprises de merde. Toutes les entreprises qui sont correctes, là c'est bon, elles ont déjà explosé, hein, mon portefeuille il a explosé, etc. Donc en fait c'est vraiment le grand piège, je pense, au-delà de voir un S&P 500 équipondéré ou pas, et au-delà de finalement de y aller en mode kilomètre. Je pense que le grand péage, c'est le fait de toujours revendre en une dizaine de mois et donc de toujours devoir resélectionner des actions. Et le problème, c'est que si vous vendez, ça veut dire que, j'espère pour vous, vous avez une plus-value, donc que le marché est élevé. Et donc voilà, vous allez, les gens finalement, là, ils vont jamais racheter des bonnes entreprises puisqu'elles sont trop chères. Donc si je résume la vidéo en 10 secondes, sélectionnez-moi des entreprises avec des ROE supérieurs à 15%, avec une croissance de leur bénéfice net supérieure à 15%, et n'allez pas me les vendre avec une plus-value de 50%. Ça c'est pas bon. Si on est en bourse, c'est pour avoir c'est pas pour avoir une plus-value de 50%, hein. Sur du long terme, c'est pas ça qui va vous rendre riche, hein. Non, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir être dans ces entreprises et pouvoir capitaliser dans ces entreprises. C'est ça qui vous rendra réellement riche dans l'investissement. Et encore une fois, c'est suffisamment compliqué de pouvoir sélectionner ces business pour pouvoir les revendre avec une plus-value de 50% 10 mois après. Non, gardez-les, réveillez-vous dans 10 ans, enfin revenez dans 10 ans, je veux dire, et vous serez agréablement surpris. Donc je vous laisse là-dessus, merci et bonne soirée.